Bon, premier, soyez le bienvenu. Merci beaucoup d'être ici pour découvrir Barcelone avec moi, même s'il y a des soleils aujourd'hui, mais on va voir cette ville aussi avec beaucoup de soleil. La ville de Barcelone, Barcelone qui est la capitale de la Catalogne, peut-être que vous avez entendu de ça, mais l'Espagne est partagée en 17 régions autonomiques et Barcelone, c'est la capitale de Barcelone. Officiellement, à Barcelone, il y a 1 700 000 habitants. Ah, ça ne marche pas. Comme ça. 1 700 000 habitants, ça c'est la grande ville de Barcelone. Normalement, c'est qu'on peut voir de l'avion, c'est pas seulement la ville, c'est la ville et la banlieue. Alors, on compte 4 millions d'habitants. Ça veut dire que Barcelone est la deuxième ville en importance de l'Espagne, après Madrid, qui est la capitale. Et on peut dire qu'elle est partagée en différentes régions. On peut parler de ce quartier gothique qu'on appelle. Après, je vais vous parler qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ces noms parce qu'il y a beaucoup de choses qui, pareil, gothiques, mais sont construites au 19e, 20e siècle. Alors, il y a après ce qu'on appelle la chambre. Et aujourd'hui, avec cette conférence, j'essaie de penser comme si on fait un panoramique. Hein. Comme vous savez, je suis guide de Barcelone. Alors, on va faire comme un panoramique. On va découvrir les différents côtés de Barcelone, les différents endroits intéressants. Et pour ça, comme aujourd'hui, on a ce système, on peut faire un peu un ordre chronologique, hein, mais bon, on va mélanger un peu tout. Mais à la fin, le plus intéressant, c'est que vous avez en tête cette idée de la ville de Barcelone, le plus intéressant qu'on peut visiter dans cette ville. Le premier, dans cette plante que vous avez ici, vous pouvez voir que Barcelone est entourée par 4 remparts naturels. Il y a à l'est la mer, la Méditerranée. À l'ouest, il y a la montagne de Collserola. Et après, au nord, il y a un fleuve qui s'appelle Bessos. Et au sud, il y a l'autre fleuve qui s'appelle Llobregat. Llobregat, ça vient de l'époque du Romain. Ils appelaient cette fleuve Robregatus. Robregatus parce que quand on part au centre de Catalogne, où il y a cette montagne de Montserrat, il y a de sable rouge parce qu'il y a beaucoup d'argile. Alors quand il pleut, l'eau se tend de cette couleur et c'est pour ça que le Romain l'appelait la rivière rouge, Robregatus. De ce nom, ça vient le nom de Llobregat, que vous avez les noms ici à gauche. Okay? On va s'approcher un peu et vous allez voir la vieille ville de Barcelone. Alors, Barcelone a été fondée par les Romains. Hein, et les Romains sont arrivés ici le 18 avant Jésus. Alors, on va voir cette plan, vous voyez cette ligne, il y a le rempart de l'époque des Romains. Ils trouvent cette petite colline qui s'appelle les Montaverts et il fait la colonisation tout en haut de la colline. Autour, ils ont fait le rempart qui protège la ville qu'ils appellent la Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino. Olé. D'où venez-vous? Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino, ça c'est un peu trop long. Et c'est pour ça que les gens ils utilisaient le dernier mot, Barquino, qui veut dire la ville avec port. De cette Barquino, ça vient de l'évolution de Barquinona, Barcelona. Okay? Alors, petit à petit, Barcelone a grandi. Et au XIIIe siècle, ils ont fait le rempart médiéval du XIIIe siècle. Peut-être que vous avez entendu de la Rambla. La Rambla, c'est une des rues les plus connues, les plus touristiques aujourd'hui de Barcelone. Ça, c'est la rue qui va de la place Catalogne jusqu'à les monuments à Christophe Colomb. Bon, ici à la Rambla, il y avait le rempart du XIIIe siècle. C'était la fin de la ville au XIIIe siècle. Au XVe siècle, ils ont fait l'agrandissement. Ça, c'est tout le rempart que vous pouvez voir à gauche de cette plan. Alors, Barcelone était entourée pour le rempart médiéval. Il y avait une loi qui ne nous permettait pas de construire dehors, dans une extension de 1,5 km à peu près. C'était la distance pour les canons pour protéger la ville. Au XVe siècle, c'était normal, mais on a cette rempart et cette loi jusqu'à 1854. 1854, ça c'est quand la mairie il va parler avec le gouvernement central et le gouvernement central finalement il va donner la permission de démolir et construire ce qu'on appelle Eixample, l'extension de la ville. Bon, on va maintenant dans ce côté où il y a part du rempart
de l'époque du romain, comme je vous ai dit, on utilise le dernier mot Barcino et vous avez en face de la cathédrale, à droite de la cathédrale de Barcelone, il y a un morceau de cette rempart de l'époque du romain où il y a cette sculpture. Ça, c'est une sculpture d'un artiste visuel catalan, Joan Brossa, qui jouait beaucoup avec les mots, les lettres, les numéros. Et il a fait cette sculpture où chaque lettre, c'est un symbole. Il y a là que c'est comme la montagne, là c'est la lune, là-haut c'est le soleil. Alors il y a différentes symbologies. Et ça nous rappelle le premier mot originaire de la ville de Barcelone. Alors, si on regarde en Internet, on peut voir des représentations comme les Romains, ils faisaient la colonisation et normalement, c'était deux grands avenues qui se traversaient au milieu et juste au milieu, il y avait les forums, les centres politiques, sociaux, religieux. Aujourd'hui, c'est notre centre politique encore parce qu'il y a la mairie, il y a la Generalitat, le gouvernement de la Catalogne. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui de cette période? Comme je vous ai dit, part du rempart, en face de la cathédrale, en fait, où il y avait le temple, hein, ouais, c'est où aujourd'hui il y a la cathédrale. Et en face de la cathédrale, on peut voir un morceau du rempart. Il y a des études qui disent qu'à Barcelone, il y a encore environ 80% du rempart de l'époque du romain. On ne peut pas les voir tous parce qu'ils ont utilisé le rempart comme fondation pour construire des bâtiments tout à nom. Mais aussi, bon, les Romains, ils ont construit un temple qui était énorme. C'était un temple avec 11 colonnes longues, 6 colonnes larges, et au milieu, il y avait les sculptures dédiées à l'empereur. En fait, l'empereur Auguste, hein, c'est pour ça qu'on appelle Colonia Julia Augusta. Hein, chaque nom que je vous ai dit, il y a une symbologie, une signification, et Augusta, ça vient de l'empereur Auguste. De toutes ces colonnes qu'on peut voir ici, aujourd'hui, on peut visiter les temples hein, où il y a 4 colonnes de l'époque du temple romain. Alors, normalement, les Romains, ils utilisaient le matériau plus cher, marbre, alvâtre, pour construire un temple. Mais ici à Barcelone, ils n'ont pas trouvé ce matériau. En fait, à la montagne de Montjuïc, il y a le carrière où il y a de la pierre calcaire. Et cette pierre calcaire, c'est le matériau qu'ils ont utilisé. C'est encore plus un petit miracle qu'on a 4 colonnes de l'époque du romain. Surtout parce que pendant plusieurs années, ils utilisaient des structures anciennes, le matériau des structures anciennes pour construire une chose complètement moderne. Ici, qu'est-ce qui a passé? Ils ont construit des appartements, des habitations, utilisant les tours comme fondation. Il y avait par exemple un des appartements où à la salle à manger, il y avait le chapiteau de cette colonne romaine. Quand la mairie, ils ont découvert qu'encore aujourd'hui, il y avait des colonnes complètes de ces temples dédiés à Auguste, qui a été construite il y a 2000 ans. Ils ont fait que cette gens partait, ils ont fait tous les travaux pour récupérer les 4 colonnes. Alors, si vous voulez aller à découvrir les colonnes du temple, vous devez marcher derrière de la cathédrale. Et il y a une petite rue qui s'appelle la rue Paradis. Il faut aller au paradis pour découvrir le temple dédié à Auguste. Alors, de cette rue Paradis, vous allez voir si vous regardez le pavé, il y a une rue de Moulins qui nous indique exactement où il y a les sommets de cette petite colline, les monts Tavers que les Romains ils ont trouvé. Et c'est là où il y a une porte à gauche, parce que comme je vous ai dit, il y avait des bâtiments, et vous voyez que ça, c'est dans un bâtiment, et normalement, c'est ouvert, et vous pouvez, en fait, il y a de panneaux, si vous regardez, il y a les temples romains, et vous pouvez entrer, c'est gratuit, et vous pouvez voir les colonnes. Juste à côté, il y a la place du roi. La place du roi, c'est une place très jolie où il y a ce bâtiment que vous avez maintenant à l'écran. Ça, c'est le palais royal.
un palais royal qui a été construit au XIe siècle. C'est pour ça que si vous vous approchez, vous allez voir un mélange de différents styles. Par exemple, la porte d'entrée, c'est des styles romans. Les fenêtres sont des styles gothiques. La tour, le palais que vous avez à gauche, ça c'est l'agrandissement qu'ils ont fait au XVe siècle. Et pourquoi ils ont construit la tour? Parce qu'ils ont vu que, vous savez que Barcelone, c'est à côté de la mer, il y avait beaucoup de bateaux qui venaient à Barcelone pour faire des affaires. Et s'il n'y avait personne là pour demander les taxes, et ils faisaient les affaires vite, ils pouvaient partir sans payer. Alors, ils ont mis quelqu'un qui était là, qui surveillait s'il y avait un bateau qui arrivait pour demander à quelqu'un, vas-y, va, pour demander de l'argent, les impôts qu'il devait payer. Aujourd'hui, ça appartient au musée d'histoire de la ville. Parce que dans cette place, il y a un bâtiment, en fait, de cette position serait le bâtiment qu'il y a derrière nous, qui a été reconstruit de pierre à pierre. Okay? Parce que ça, c'est tout près de la Via Laietana. La Via Laietana, c'est une rue qui a été ouverte en 1909 pour unir le port de la ville avec la nouvelle extension. Quand ils ont ouvert cette rue, ils doivent démolir environ 200 bâtiments. Et le plus important, c'est qu'on a fait, on a numéré pierre à pierre et on a fait la reconstruction après dans un autre endroit. En fait, quand ils travaillaient les fondations pour reconstruire ce bâtiment, ils ont trouvé la rue romaine. Ils ont commencé à faire des excavations et aujourd'hui, c'est possible de visiter 4000 mètres carrés de la ville romaine. Du romain aussi, comme je vous ai dit, il y a une porte d'accès à la ville romaine, que ce sont les tours. Comme vous voyez, cette tour ronde, ça c'est près, juste à côté de la cathédrale. Mais en fait, ça c'est une photo ancienne, parce que ce bâtiment que vous avez ici à gauche, ça a disparu pendant la guerre civile espagnole. Comme vous savez, on a eu la guerre civile de 1936 à 1939. Et Franco, il a donné la permission à Hitler, à Mussolini, de bombarder différents endroits de l'Espagne où on ne donnait pas les supports à Franco. Par exemple, Guernica, comme vous savez qu'il y a le tableau de Picasso, mais aussi Barcelone, Madrid. On était vraiment admis pour le bombe. Alors, tous ces bâtiments qu'il y avait en face de la cathédrale, on était détruits et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir cette jolie place avec la perspective pour voir la cathédrale. Une cathédrale qu'aujourd'hui, on la voit comme cette photo que vous avez ici. Mais je dois vous dire qu'il y a des gens qui appellent cette façade de la cathédrale une mensonge. Mentir, pourquoi? Parce que quand la cathédrale de Barcelone a été construite de 1280 18 jusqu'à le 15e siècle, en fait, la cathédrale était comme ça. Ça, c'est en fait une postale de 1880. Alors, regarde que c'est très, très sobre, sans décoration. Ça, c'est les gothiques typiques de la Catalogne. Et au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, le maire de Barcelone, Manel Girona, qui était un banquier aussi, et le maire, il a décidé que c'était une peine de voir une cathédrale si belle dedans sans une façade principale. Il a payé lui-même pour construire la nouvelle façade de la cathédrale et il a décidé de copier les projets d'un architecte français du XVe siècle. Ça c'est la raison que quand on regarde la cathédrale de Barcelone aujourd'hui, ça nous ressemble plus à Notre-Dame de Paris, un peu les styles, que les gothiques typiques d'ici, parce que les gothiques d'ici, c'est plus sobre, beaucoup plus sobre. Ouais. Alors, dans la cathédrale, qu'est-ce qu'on trouve dans la cathédrale? Ça, c'est curieux, parce que si vous entrez à la cathédrale, vous allez voir, comme je vous ai dit, c'est une construction un peu différente. Les gothiques d'ici, c'est sobre, mais il y a une autre chose différente, c'est que chez vous, vous avez les arcs-boutants qui soutiennent les structures de l'extérieur. Nous, on a une construction plus primitive. Il y a les contreforts, il y a les murs qui entrent dans la cathédrale et qui fait qu'à l'intérieur, il y a 28 chapelles. Alors, à l'époque de la peste noire, de choléra, où il y avait beaucoup de monde qui ont décédé, sont morts,
Alors, l'évêque, il peut voir qu'il a besoin de plus de l'argent pour finir la construction. Il a loué les chapelles à différentes corporations d'artisanat. Par exemple, cette ici que je vous ai montré ici, ça c'est la chapelle de Saint-Marc. Saint-Marc est le patron du cordonnier. Et on peut voir le premier, l'autel avec cette décoration dorée. C'est pas de l'or, c'est décoration dorée, c'est de la peinture, parce que à Barcelone, c'était pas le roi qui a construit ou qui a payé pour la cathédrale. Alors il n'y a pas beaucoup de l'argent là. Et bon, il y a des détails. Hein. Vous allez voir qu'à droite et à gauche de cet hôtel, hein, il y a comme de portes. Hein. Et tout en haut de la porte, il y a ce que vous avez ici dans cette photo, le lion qui se tient la chaussure. Alors ça, c'est les symboles de différentes corporations d'artisanat. Mais pourquoi ils voulaient la chapelle? Parce qu'ils avaient cet hôtel hein, qu'ils payaient pour la décoration, hein, ils payaient pour nettoyer, pour le refaire, mais surtout parce que derrière de l'hôtel, c'était un bureau privé. Ils avaient de l'argent, ils avaient des contrats. En fait, ces gens-là, à cette époque, ils pensaient que signer les contrats à la maison de Dieu, ça serait beaucoup mieux que de le faire dehors. Alors, la cathédrale de Barcelone a devenu un peu comme la première bourse. Toutes les affaires étaient signées dans la cathédrale de Barcelone. Ouais. Alors, une autre chapelle que vous allez voir, ça c'est la chapelle baptismale, où il y a la pile baptismale. Ça c'est une pièce de marbre qui vient de l'Italie. Au XVe siècle. Et au mur de cette chapelle, hein, il y a la plaque hein, où on peut voir avec le mot de couleur rouge, c'est un peu difficile de comprendre, hein, mais ça nous explique hein, que le 6 indien de Christophe Colomb, parce qu'en fait, quand Christophe Colomb a trouvé l'Amérique, qu'il pensait que c'était l'Inde, la première réunion de Christophe Colomb, Fernand et d'Isabelle était dans le palais royal qu'on a vu avant, ici, dans ce bâtiment. C'est pour ça qu'il bon, y a beaucoup Américains surtout qui aiment bien de voir ce palais royal. Alors, l'histoire dit que Christophe Colomb, il est arrivé avec 6 Indiens. Ils ont été baptisés ici et amenés une autre fois à l'Amérique avec tous les virus et toutes les maladies qu'ils ont pris d'ici. Alors, beaucoup de monde sont morts. Non alors, un peu compliqué, mais bon, c'est part de l'histoire. De cette cathédrale, une autre chose intéressante à faire, c'est de visiter le cloître. Ça, c'est intéressant et surtout, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de monde qui entre à la cathédrale, même qui paye pour la visite hein, et qui ne visite pas le cloître. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne connaît pas comment y aller, mais c'est intéressant de savoir. Et si vous ne trouvez pas, si vous êtes à la cathédrale et vous ne trouvez pas le cloître, demandez à quelqu'un de vous montrer la porte qui vous amène au cloître, parce que c'est très joli le cloître. Hein. Le cloître, normalement, c'est pour les moines, pour se promener, pour prier. Mais il y a des structures intéressantes aussi. Il y a une fontaine, par exemple, où il y a Saint-Georges. Hein. Saint-Georges est le patron de la Catalogne. On dit que Saint-Georges a tué un dragon. Et quand il a tué le dragon, de la sang a fleuri la rose. Et Saint-Georges a pris la rose, l'a donnée à la princesse comme un symbole de l'amitié, de l'amour. Et c'est pour ça que chaque année, le 23 d'avril, pour les Catalans, c'est les jours de l'amour et les jours de culture. Parce qu'on a, en fait, la tradition, c'est que les hommes offrent la fleur, la rose aux femmes. Les femmes, on offre un livre pour lire à l'homme. Je ne sais pas si jamais vous avez entendu ça, c'est un peu bizarre. Hein? Pourquoi le livre? Parce que, bon, Cervantes, bien sûr, vous avez entendu de Miguel de Cervantes y Saavedra, c'est qui a écrit Don Quijote de la Mancha, il est mort le 23 d'avril. Et Shakespeare, il est mort le 23 d'avril, dans un autre calendrier, mais c'est le même jour. Alors, on a commencé à donner le livre. Ici, à Catalunya, on aime bien d'être différent du reste des Espagnols, du monde, je crois, parce que pour nous, les 14 février, c'est les jours de l'amour, normalement. Saint-Valentin, pour nous, c'est rien de spécial. Okay? Pour nous, pour les Catalans, les jours qui est spécial, même si c'est même férié, c'est un jour qu'on travaille, mais il y a plein de kiosques dans la rue où ils vendent de fleurs, où ils vendent de livres. Il y a plein de monde. Alors, il y a beaucoup d'ambiance. Imagine, l'année dernière,
avec plein Covid, ils ont vendu 4 millions de roses, quand on est 6 millions de personnes. Ils ont vendu 26% de livres qu'ils vendent pendant toute une année dans une journée. Okay? Alors, pour voir un peu, pour s'imaginer un peu l'ambiance le 23 avril à cette région de la Catalogne. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fête de Dieu dans cette fontaine? On enlève cette sculpture de Saint-Georges, on fait la décoration avec de fruits, de fleurs, et après, on met la coquille d'un œuf qui danse. On l'appelle l'eau dansant, l'œuf dansant. C'est pas seulement dans cette fontaine ici, dans le cloître de la cathédrale, mais il y en a aussi dans différentes fontaines, 14 fontaines. C'est très traditionnel de se promener pendant une semaine. Il y a les spectacles de l'œuf qui dansent sur l'eau et c'est très, très joli. Alors ici, dans le cloître, rappelez-vous qu'on est dans le cloître de la cathédrale, il y a notre chose très bizarre. Si vous allez là, vous allez voir les oies. Les oies qui sont un peu agressives. Je ne sais pas si vous avez jamais vu la bouche quand on est tout près. Les dents, c'est un peu affreux. Les oies sont agressives quand il y a quelque chose de bizarre. Et pourquoi ils sont ici? Comme un système d'alarme. Ils ont mis les oies, 13 oies, comme un système d'alarme pour la cathédrale de Barcelone. Comme je vous ai dit, il y avait les hôtels dans la cathédrale, mais il y a les chapelles aussi autour du cloître où il y avait chaque corporation d'artisanat qui gardait les contrats, le papier, même de l'argent. Et ils savaient bien qu'il y avait des voleurs. Les voleurs, ce n'est pas une chose moderne. Alors, ils ont introduit ce système d'alarme, les oies. Ils ont dit 13. Pourquoi? Parce qu'on va rappeler Sainte Eulalie. Sainte Eulalie, c'est la patronne, une des patronnes de Barcelone. Pourquoi je dis une des patronnes? En fait, à Barcelone et aussi à Catalunya, on a deux patrons. À Catalunya, il y a la Vierge Noire Montserrat et Saint-Georges. Je vous explique déjà l'histoire de Saint-Georges. Et la montagne de Montserrat, à 1 heure de Barcelone à peu près, il y a le monastère avec la Vierge. Ce sont les patrons de Catalunya. Et on dit, s'il est fatigué, il y a l'autre. Non, alors, il y a Saint-Georges et Montserrat. À Barcelone, il y a Mercedes et Sainte Eulalie. Au début, c'était que Sainte Eulalie. Mais après, à la fin du 19e siècle, ils ont aussi adopté Mercedes comme patronne de Barcelone. Alors, 13 voix pour rappeler qu'elle avait 13 ans quand elle a été tuée, martyrisée par les Romains. L'histoire dit qu'il y avait un soldat romain qui voulait se marier avec elle. Elle a dit non, je veux être pure pour Dieu. Le christianisme n'était pas accepté. Et les Romains, ils ont dit, tu as quel âge? 13 ans? On va te tuer 13 fois. Ils ont brûlé, crucifié, 13 types de martyrs différentes. Et ça, c'est la raison qu'il y a toujours 13 voix. Bon, en fait, de temps en temps, il y a 12. Normalement, c'est à Noël. Non, ça c'est pas vrai. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a un qui mord. Les problèmes, c'est quand il y a cette groupe de oies et on met un oie nouveau, il attaque, il tue les nouveaux. Alors, il faut mettre 2. C'est pour ça qu'il y a deux jours qui c'est un peu différent. Ça peut arriver aussi que vous arrivez, vous comptez, il y a 12 ans parce qu'il en est mort, ou qu'il y a 14 parce qu'ils sont en train d'adapter à nouveau dans des groupes. Si vous allez à la cathédrale aux horaires qu'on paye pour visiter, aujourd'hui, c'est possible d'arriver sur le toit où il y a cette jolie vue de Barcelone. Il y a des structures un peu bizarres. Si vous allez là, vous allez voir, c'est des structures que vous avez ici, tout en haut à gauche. Si vous voyez ça, ça a été les toilettes de ceux qui faisaient sonner les cloches de la cathédrale. En fait, les toilettes, c'était un trou qui descendait jusqu'à la rue. C'était un peu comme ça à cette époque-là. Alors, tout près de la cathédrale, on peut arriver à la Rambla. Il y a plein de rues qui
nous amène jusqu'à la Rambla. Le nom de Rambla, ça vient d'un mot arabe qui veut dire la rivière. Il y a beaucoup d'années, l'eau de la pluie risolait jusqu'à la mer pour cette avenue. C'est pour ça qu'on appelle la Rambla. Et là, à la Rambla, c'est où il y a la Bocaria. Et derrière la Bocaria, il y a un autre bâtiment de cette période, hein, de la construction de la cathédrale, que c'est l'hôpital de la Sainte-Croix, la Santa Creu en catalan. C'est de 1401, la première construction. Aujourd'hui, il y a une bibliothèque. Hein, et en fait, c'est ici où Gaudi est mort. Hein. Gaudi a eu un accident en 1926. C'était un tramway qui a écrasé l'architecte. Hein, et ils amènent l'architecte qu'il ne pouvait pas reconnaître, en fait, de la façon qu'il était habillé et tout. Il pensait qu'il était un porc de la rue parce que c'était un solitaire qui, pour lui, c'était pas important, l'argent et rien. Et il pensait qu'il était un porc de la rue. Et ils amènent un Gaudi dans cet hôpital qui était l'hôpital pour le pauvre. Et c'est ici qu'ils ont reconnu, c'était l'architecte de la Sagrada Familia, il voulait l'amener au nouveau hôpital de Saint-Paul, mais il a dit non, non, je vais mourir ici, ça c'est mon endroit. Alors, dans cet hôpital, on peut voir cette structure gothique civile. Aujourd'hui, il n'y a pas le lit, ça c'est une photo historique, hein, on peut voir comme c'était l'hôpital, mais aujourd'hui, il y a une bibliothèque. Oui. Et aussi, il y a les cloîtres, hein, ces cloîtres qui sont formidables. De la même époque, on peut visiter, ça c'est la bibliothèque. Hein. Aujourd'hui, on le voit comme ça, vous voyez que c'est la même structure. Hein. Tout près d'ici, il y a cette forum, la place de Saint-Jacques qu'on appelle, Saint-Jaume. La place de Saint-Jacques, c'est où, à l'époque du Romain, il y avait les centres politiques, sociaux, religieux, ce que je vous disais avant. Et aujourd'hui, c'est notre centre politique parce que d'un côté, il y a la mairie de Barcelone, que c'est ce bâtiment que vous avez maintenant en face de vous. Regarde que tout un nom de bâtiments, il y a 3 drapeaux. Peut-être vous pouvez reconnaître le drapeau de l'Espagne que c'est au milieu. Les drapeaux qu'il y a à gauche, c'est de la Catalogne, et les drapeaux à droite qu'on peut voir très très bien ici, avec la croix rouge, hein, ça c'est le drapeau de la ville de Barcelone. En fait, la façade, ce n'est pas la façade originale, parce que la place Saint-Jacques était beaucoup plus petite. Et ils ont décidé de la faire un peu plus large. Hein. Ils ont démoli part de la mairie, part de la Generalitat, le bâtiment qu'il y a juste en face, et ils ont fait la place plus large et ils ont construit de nouvelles façades. D'un côté, il y a cet style néoclassique et de l'autre, c'est un style Renaissance que je vais vous montrer. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer l'intérieur de ce bâtiment. Parce que quand je dis aux gens, ça c'est un bâtiment du XIVe siècle, ils me regardent comme si je suis un peu fou, mais regarde la salle qu'il y a à l'intérieur. Il y a des jours, il y a quelques week-ends que c'est ouvert au public et on peut entrer. Alors, il y a tout le drapeau catalan, il y a le lustre qui sont extraordinaires, le meuble, le pavé, c'est tout de cette période du XIVe siècle. Juste en face de ce bâtiment, de la mairie, il y a le palais de la Generalitat, le gouvernement de la Catalogne. Ça, c'est aussi un bâtiment qui a été coupé, la façade néoclassique qu'on peut voir, Renaissance un peu, ça c'est beaucoup plus moderne, mais l'intérieur, on peut voir les structures gothiques parce que ce sont ces bâtiments qui restent de période de style gothique. Cet ici, c'est ouvert que le 23 avril, comme je vous ai dit, les jours de Saint-Georges. Alors, comme c'est la Catalogne, c'est le bâtiment plus important de l'institution de la Generalitat, du gouvernement catalan, c'est les jours qui est ouvert à tout le monde. Alors, près d'ici, on peut trouver un autre bâtiment intéressant que c'est la Llotja de Mar. C'est un bâtiment du XIIIe siècle. Dans ce bâtiment où il y avait toutes les affaires, c'est la création de le premier banque, qu'on peut dire, de l'Espagne. C'était en fait la table de changement. En fait, il y avait beaucoup de bateaux à Barcelone qui partaient, qui faisaient des commerces avec différentes villes de la Méditerranée. En fait, il y avait plus de 200 monnaies différentes de différents pays et ils ont créé la table officielle de changement de monnaie. Et il y a une salle, comme vous voyez ici, qui est vraiment très intéressant. Le problème, c'est que ce bâtiment, c'est normalement fermé.
Il ouvre maintenant quelques week-ends, mais on ne sait jamais parce que ça dépend. Bon, c'est pas une chose qui est habituelle. Mais il y a un autre bâtiment de même période que vous pouvez voir l'intérieur. Si ça vous plaît, c'est des structures du gothique civil. Il y a les anciens chantiers navals de Barcelone qu'ils sont construits du 14e au 15e siècle. Et aujourd'hui, c'est des musées maritimes. Vraiment très, très intéressant de visiter. Surtout si vous visitez Barcelone avec des enfants. Alors, ils aiment bien parce qu'il y a cette reproduction d'un bateau de 18e siècle. On peut monter, on peut voir. Alors, c'est une chose intéressante à visiter. Alors, on retourne sur le petit ruelle qu'il y a dans ce quartier gothique. En fait, les rues sont vraiment étroites. Alors, quand vous vous promenez par ici, il faut faire un peu l'exercice de s'imaginer à cette époque-là où il n'y avait pas de voiture, où il y avait des calèches, de s'imaginer les calèches en différentes directions. C'était vraiment impossible. Alors, pour montrer les gens qui ne pouvaient pas lire à cette époque-là, de quelle direction était la rue, parce que c'était des sens uniques, ils utilisaient de plaques où les chevals, le monsieur nous montre de quelle direction. Alors ça, c'est une photo que j'ai fait dans les quartiers juifs de Barcelone. Okay? C'est ce qu'on appelle Alcall. Alcall, ça vient d'un mot juif qui veut dire les quartiers des juifs. En fait, les juifs devaient partir de Barcelone en 1391. Peut-être si vous étudiez un peu l'histoire de l'Espagne, vous savez que les Juifs on était excédés à 1492. Mais à Barcelone, c'était presque un siècle avant. Comme je vous ai dit, les rues sont étroites, on peut voir ici dans cette image. Hein, et à l'époque de la peste noire, choléra, il y a beaucoup de monde qui sont morts. Il y a un prêtre de Écija, du sud de l'Espagne, qui a dit, est-ce que vous avez vu qu'il y a plus de chrétiens, de catholiques qui meurent que de juifs? En fait, c'était vrai. Si on regardait les nombres de morts, il y avait beaucoup plus, en proportion, hein, de chrétiens que de juifs. Maintenant, on sait pourquoi. Ils étaient plus propres. Ils se lavaient les mains avant de manger, après de manger. Maintenant, on sait bien que ça, c'est très important. Ils prenaient une douche par semaine, non, pour la religion. Et les catholiques, ils n'étaient pas si propres. Hein. Et c'est pour ça qu'avant, ils mouraient beaucoup plus, les chrétiens. Mais les chrétiens, ils ne savaient pas que ça a été la raison. À cette époque-là, on n'avait pas cette information. Et s'il y a un prêtre qui a connexion directe avec Dieu, qui nous dit que c'est les Juifs qui viennent de faire des choses pour tuer les chrétiens, c'est pour ça qu'en 1391, ils ont attaqué les quartiers juifs, ils ont tué presque 400 juifs en 3 jours. Et ça, c'est quand le roi, il a dit, je ne peux pas vous protéger, alors vous devez partir. Il y en a qui sont partis, il y en a ils ont changé la religion. Mais bon, après, il y a l'Inquisition espagnole, comme vous savez, qui n'était pas facile pour eux, parce qu'ils devaient montrer tous les temps qu'ils ne suivaient pas la religion juive. Quand on se promène par ce quartier, si vous regardez, à côté de porte, hein, on peut voir quelques-uns qu'il y a une petite rue. Ça, c'est pour la mezouza, hein, que pour les juifs, qu'il met un petit morceau de la Bible, de Torah, pour rappeler les Torah. Alors, les symboles que je viens de vous montrer, qui nous montrent la direction de la rue, il y en a de différentes versions, ça dépend de l'époque aussi. Hein. Et vous pouvez voir ici, par exemple, entrada, salida, c'est l'entrée et la sortie. Hein. Alors, dans ces quartiers gothiques, quand vous êtes dans ces quartiers gothiques, une autre chose intéressante à voir, ce sont des boutiques anciennes. Je dis toujours, on parlait avant, qu'il y a toujours des choses intéressantes et uniques dans chaque ville. Et maintenant, quand je regarde par exemple le magasin comme Zara ou C&A ou des magasins qu'on peut trouver partout, il n'y a aucune glamour à mon avis. Mais par contre, quand on promène par les quartiers gothiques, on peut voir par exemple cette boutique qui a été ouverte en 1761
Et l'intérieur, c'est original et vous pouvez voir tous les détails. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, le plus intéressant à visiter. Il y a cette ici, ça veut dire Subira. L'intérieur, regarde comme c'est l'intérieur. Au début, c'était de tailleur et aujourd'hui, on peut acheter de bougies. Il y a notre boutique près d'ici, près en fait de Santa Maria del Mar, où il y a une boutique de 1851 où il fait la torréfication des amandes. Et bon, c'est très, très intéressant parce qu'on entre et on peut sentir parce que il y a le four, vous avez la photo ici, qui fonctionne depuis bon, il y a 170 ans déjà. Et chaque matin, il fait la torréfication. Quand on entre, on peut sentir ça. Et bon, quand on mange les amandes et bon, tout le fruit sèche qui sont torréfiés dans cette four, on peut goûter comme c'est complètement différent de ce qu'on peut acheter dans les supermarchés normalement. En fait, les amandes qu'on peut acheter dans un supermarché, il fait la torréfication pendant une demi-heure et 200 kilos. Hein. Cette ici, c'est 70 kilos et ça sera pendant 2 heures avec cette four, avec le bois et ça change beaucoup. Alors, si vous êtes un peu gourmande, ça, c'est une boutique intéressante à visiter. C'est juste à côté de Santa Maria del Mar, sa mairie de la mer, à notre église très intéressante qui est du XIVe siècle. Alors, si on parle de gourmande, une chose intéressante à faire aussi, c'est la découverte du marché. À Barcelone, il y a 39 marchés. Alors, tout le monde parle de cette ici, la Boqueria. La Boqueria, c'est à la Rambla. En fait, il y a quelques années, ils ont fait un concours avec marché de tout le monde et cette ici a gagné un prix comme le marché le plus bon du monde. Depuis ça, a devenu le marché le plus touristique du monde. Alors, ce que je vous propose, c'est de, bien sûr, visiter la Boqueria. Il faut le voir parce que la présentation de fruits et tout, c'est extraordinaire. Et aussi, regarde le prix parce que vous allez voir que ce sont des prix un peu plus touristiques. Et après, vous pouvez aller dans un autre marché. Je vous propose dans les quartiers gothiques, par exemple. Il y a de clients qui veulent faire de visites culinaires. On fait la visite de 3 marchés de ce quartier ancien. Il y a un autre marché qui est tout près de la cathédrale, que c'est Santa Caterina. En fait, Santa Caterina était un monastère du XIIIe siècle. En 1848, il y a la désamortisation de Mendizábal qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils ont vu que l'Église catholique avait beaucoup de pouvoir, ils avaient beaucoup de propriétés, et beaucoup de propriétés qu'ils n'utilisaient pas plus. De monastères, de couvents qui étaient fermés. Alors, par loi, il doit donner toutes ces propriétés qu'il n'utilise pas à la ville. Alors, la plupart ont devenu ou places comme la place Mayor, la place Royale dans le cas de Barcelone, au marché. En fait, la Boqueria aussi, si vous regardez, on peut voir, c'est Saint-Joseph ou la Boqueria. Si vous demandez en catalan, en barcelonais, où est-ce qu'il y a le marché de Saint-Joseph? Personne ne les connaît. Okay? Mais ça, en fait, c'est les noms officiels. Et pourquoi ça s'appelle Saint-Joseph? Parce qu'il y avait un monastère, les monastères de Saint-Joseph. Mais comme tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour manger. Et la bouche, c'est la boca de cette boca, boqueria. Ça, c'est les noms populaires et tout le monde le connaît pour la boqueria. Alors, c'est ici Santa Catarina qui a été remodelée l'année 2004 pour un artiste qui s'appelle Enric Miralles. Et ce qu'il a fait, il a fait la photo d'une boutique de la Boqueria. Il a fait la photo énorme. Et chacune de ces pixels, c'est une de pièces de céramique sur le toit. Un toit qui est ondulant, qui nous rappelle les structures utilisées par Gaudi, l'art caténaire. Et l'autre marché que je voulais vous parler, c'est le marché de Saint-Antoine. Ça, c'est le marché que j'ai plus proche. Hein. Et c'est un marché qui est extraordinaire. Ça a été construit en 1872 et remodelé il y a 2 ans. Hein. Ils ont fini la remodélation. Ça, en fait, ils étaient pendant 10 ans pour faire la remodélation parce qu'ils ont trouvé un petit morceau du rempart du XVe siècle. Alors, si vous allez jusque-là, vous pouvez voir le morceau du rempart et vous pouvez voir comme ça a été bien remodelé.
Alors maintenant, on va sortir de cette quartier outil. Je crois que je vous ai dit plein de choses à faire dans ce quartier ancien de la ville. Et on va parler de ce qu'on appelle l'Eixample, l'extension de la ville. Je vous ai dit que Barcelone était entourée par le rempart. 1854, on a la permission de démolir le rempart et construire l'extension. Et Ildefonso-Sardà, il a désigné ce qu'on appelle l'Eixample, avec toutes les rues parallèles, perpendiculaires à la mer. C'est un peu un jeu de chèques, comme une tablette de chocolat, c'est très rationnel. En fait, si on regarde en position cénitale, regarde, ici, vous avez la Sagrada Familia et vous avez tout ce bloc de bâtiments. Une caractéristique, c'est que tous les coins de bâtiments sont coupés, sont biseautés. En fait, ils ne sont pas de 40 décrets, ils sont de 45. Hein. Ça, c'est parce que Ildefonso-Sardà, quand il a désigné cette extension de la ville, il pensait au tramway. Il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Je vous parle de 1854. C'est le début de voitures, mais pas ici à Barcelone. On est un peu plus décalé. Alors, il pensait aux calaises avec 3 chevaux pour tourner les chevaux. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Et c'est pour ça qu'il a coupé les coins de bâtiments. Ça veut dire que quand vous vous promenez par cet Eixample, chaque fois qu'on arrive dans un fer rouge, ou la rue qu'il doit traverser, il y a comme une place en face de nous. Alors, Ildefonso-Sardà, comme il a étudié tout le problème de santé qu'il y avait à la vieille ville, quand il y a la peste noire, le choléra, toutes les maladies, les gens qui mouraient, il a dit le plus important, c'est que les rues sont larges, qu'il y a des arbres, qu'il y a de verre pour la ventilation. Alors, euh, il faut dire aussi à cette époque qu'on a démoli le rempart et on est en train de construire l'extension, c'est quand on a la révolution industrielle, aussi un peu plus décalée que dans d'autres pays, mais ça arrive la révolution industrielle et ça c'est une combinaison extraordinaire. Parce qu'il y a les terrains pour construire, il y a la révolution industrielle, ça veut dire qu'il y a des familles qui vont devenir riches, ils vont payer les architectes pour faire des constructions extraordinaires. Et l'idée, c'est de montrer l'argent qu'ils avaient. En plus, en 1888, on a la première exposition universelle à Barcelone. Ça, c'est quand on a construit le monument à Christophe Colomb. On a construit aussi un hôtel en 53 jours. C'était un hôtel pour une capacité pour 600 habitations, chambres et 30 appartements. Un bâtiment en fait qui a été démoli après l'exposition. Et c'était de l'architecte Luis Domènech i Montaner qu'après on va parler de lui. Alors on considère cette exposition le début du modernisme. Modernisme, c'est le même que Art Nouveau chez vous. Si vous voyagez en Angleterre, c'est Modern Style. Si on va à l'Italie, ça sera Floriale. À l'Allemagne, Jugendstil. Alors, c'est toujours cette influence de la nature. Et tout, absolument tout, c'est décoré et construit en cet style. Ici, vous avez par exemple le lampadaire qu'il y a au Paseo de Gracia. Paseo de Gracia, c'est la rue la plus élégante de Barcelone, où vous pouvez trouver bâtiments de Gaudí, de Puig i Cadafalch, Luis Domènech i Montaner. Il y a le lampadaire de Pere Falqués de 1906, où on peut voir très clair que c'est cette influence de l'Art Nouveau. Alors, de cette période, c'est Gaudí, mais il faut dire qu'à cette époque-là, Gaudí était considéré un fou. Alors, quand toutes les familles qui voulaient montrer l'argent, ils demandent aux architectes de construire, par exemple, la décoration en céramique. Ils utilisent les mosaïques, de petites pièces carrées numérées qui sont chères et qui montrent l'argent. Alors, Gaudí, il est allé à une usine de céramique. Il regarde la poubelle, il a dit, oh, regarde la couleur, c'est très joli, est-ce que je peux le prendre? Oui, bien sûr, c'est la poubelle. Il utilise la poubelle pour décorer. La façade de la maison Batlló, les bancs de cette part Güell. Alors, les gens ne pouvaient pas comprendre. Maintenant, on appelle ça le recyclage. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette mot, ou même la philosophie de réutilisation. Alors, Gaudí est devenu un fou. Alors, à cette époque-là, si Gaudí était un fou, l'architecte le plus important, c'était Luis Domènech i Montaner.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous venez à Barcelone? Par exemple, il y a cet hôtel. Ça, c'est l'hôtel Font d'Espagne, hôtel Espagne aujourd'hui. C'est un hôtel qui a un restaurant assez intéressant aussi. Ça, c'est juste à côté de la Rambla. OK? Pendant plusieurs années, ça a été un hôtel qui était utilisé comme un auberge pour les jeunes. Pas, bon, les gens, ils n'ont pas apprécié vraiment l'importance de ce bâtiment. Mais c'est extraordinaire. Et vous pouvez aller regarder un peu, voir cette décoration qu'il y a à l'intérieur, la combinaison de la céramique, le bois, les différents techniques décoratives. Un autre bâtiment intéressant de cet architecte, Luis Domènech i Montaner, c'est l'hôpital. Et vous allez dire, tu veux dire qu'on doit visiter un hôpital? Je crois que oui. Parce que ça, c'est un hôpital moderniste désigné par Luis Domènech i Montaner. Il y a plein de petits pavillons pour différentes maladies. Il y a des couloirs souterrains qui fait l'union entre les différents bâtiments. Et il y a des tailles, regarde, ça c'est une photo cénitale où on peut voir les différents pavillons. Le pavillon principal, c'est le pavillon d'administration. Et à l'intérieur, vous pouvez vous promener et voir cette décoration, les plafonds avec la céramique. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le pavillon d'administration où on peut voir tous les détails, la combinaison de différents matériaux et techniques décoratives. Mais le bâtiment considéré le plus important de Luis Domènech i Montaner, c'est pas celle-là, c'est en fait le Palais de la musique catalane. L'année dernière, on a fait une conférence dédiée à ce bâtiment, le Palais de la musique catalane, qui est très très joli, construite qu'en 3 ans. Ça, c'est la salle de concert à l'intérieur. C'est un bijou moderniste. Vraiment, ça vaut la peine de visiter. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de monde qui vient à Barcelone, qui ne visite pas. Même j'ai eu des clients qui sont venus 9, 10 fois. Et j'ai dit, est-ce que vous avez visité le Palais de la Musique? Et encore, ils ne le connaissent pas. Et quand ils vont à l'intérieur, ils disent, je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a parlé de ce bâtiment. C'est peut-être parce que ce n'est pas Gaudi. C'est Luis Domènech i Montaner et il n'était pas connu. Mais comme je vous ai dit, tous les détails qu'il y a, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un balcon que si vous faites la visite, vous pouvez vous promener pour ce balcon où il y a des colonnes de différentes fleurs. Et le fil que vous avez, c'est à la scène en fait, on peut voir ici, à côté de l'orgue, en bas, il y a les muses de la musique. Alors, un bâtiment qui vaut la peine de visiter. Alors, un autre bâtiment, un autre architecte de cette période, ça c'est Josep Puig i Cadafalch. Au Paseo de Gracia, il y a la maison de Gaudí, la maison Batlló. Juste à côté, il y a notre maison, que c'est comme une A énorme, parce que les propriétés, c'était Ametller, Amande, ça c'est les noms de famille. Une famille qui faisait beaucoup de l'argent avec le chocolat. Ils avaient une usine de chocolat et ils ont demandé à Puig i Cadafalch de décorer un peu le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment que vous pouvez visiter l'intérieur. Alors, à la porte d'entrée, si vous regardez tous les détails, c'est extraordinaire, tout le flair et aussi les sculptures de Saint-Georges tuant les dragons. Il y a 2 portes. La porte crin qui est utilisée pour la voiture et la porte pour le piéton à gauche. Et entre les 2 portes, vous avez des sculptures comme ça. À l'intérieur, ça c'est possible même si vous ne payez pas pour y entrer. Okay? Si vous vous promenez pour le Paseo de Gracia, cette porte ici, c'est ouverte. Beaucoup de monde ne connaît pas, mais on peut entrer. En fait, à l'intérieur, il y a une cafétéria. Et c'est très intéressant de le voir. Et à l'entrée, vous allez voir cette porte avec toute cette décoration. Vous allez voir le lampadaire désigné par Josep Puig i Cadafalch. De l'extérieur, vous allez voir qu'il y a des sculptures. C'est ici qui soutient un appareil de photo parce que Messier Ametller, il avait l'usine de chocolat, mais il avait un hobby que c'était la photographie. Et l'architecte, il voulait expliquer des choses du client. Et voilà, un autre bâtiment de Puig i Cadafalch, vous avez la maison du Pointe, la Casa de las Punchas de 1905, où vous allez voir la combination de la brique, la pierre gravée, la céramique. Vous allez voir le balcon, il y a toute cette combination de différents bâtiments. En fait, c'était ouvert avant la Covid, maintenant ils n'ont pas ouvert, pas encore, mais bon, de l'extérieur, ça c'est, en fait, si ça vous plaît de
vous promener, s'il y a des soleils, c'est une chose intéressante à faire parce que c'est quand on peut voir tous les détails. Vous pouvez monter le Paseo de Gracia, vous voyez les deux bâtiments de Gaudi, après vous tournez à droite et vous allez voir ce bâtiment. Et tout droit, vous arrivez à la Sagrada Familia. Alors ça, c'est une jolie promenade. Ouais. Et comme on parle de la Sagrada Familia, on va maintenant parler un peu de Gaudi, bien sûr. On va faire notre conférence de la Sagrada Familia dans quelques jours, dans quelques mois. Alors ici, vous avez les projets les plus importants de Gaudi, la Sagrada Familia, qui a été commencée en 1882. Je ne vous ai pas mis l'année de finalisation. Avant la Covid, il parlait de finir pour l'année 2026, parce que Gaudi il est mort en 1926. Ça veut dire que ça sera le centenaire de la mort de Gaudi. C'est assez romantique, non? C'est qu'il essayait. En fait, il disait, avant la Covid, on va finir pour l'année 2026. Maintenant, bon, la Covid arrivait. La Sagrada Familia, c'est un temple expiatoire. Ça veut dire que c'est payé avec les dons, les tickets qu'on paye quand on va à la Sagrada Familia. Si vous cherchez quelque part, il dit, ça c'est une donation pour le travail de la Sagrada Familia. Avant la Covid, il y avait 5 millions de visiteurs par année. Avec la Covid, 0 visiteurs, 0 argent. Ils ont arrêté les travaux. C'est pour ça que maintenant, ils ont dit, ça c'est clair, que c'est impossible de finir pour l'année 2026. On ne sait pas exactement quand ça sera possible de finir. À l'intérieur, c'est extraordinaire. On va parler de tout, comme Gaudi s'inspire la nature au art d'ici, que ça c'est comme une forêt artificielle, c'est des colonnes, les troncs qui ouvrent le branche, le feuille tout un an. Il y a la couleur, la lumière surtout. Parce que Gaudi, il a lu à la Bible que Jésus disait « Ego sum lux mundi », je suis la lumière du monde. Et il a dit, la lumière, c'est Jésus. Et je veux que les gens, quand ils entrent dans la Sagrada Familia, ils puissent sentir à Jésus. Alors, si vous voulez découvrir tous les détails de la Sagrada Familia, vous pouvez profiter et vous pouvez enregistrer pour cette conférence de la Sagrada Familia. Alors, un autre bâtiment de Gaudi, bien sûr, ça c'est la Casa Milà, La Pedrera. Ça c'est au Paseo de Gracia. Ça c'est la dernière maison que Gaudi, au bâtiment que Gaudi a construit pour une famille riche, parce que la famille ne voulait pas payer l'architecte. Il détestait l'architecture, surtout Madame Milà. Les gens se moquaient de Gaudi. Et maintenant, on ne comprend pas. Mais j'essaye de vous dire, il faut faire l'exercice d'imaginer, il y a un siècle, où les gens, ils ne voyageaient pas, ils n'avaient pas les technologies qu'on a aujourd'hui, comme aujourd'hui, vous allez voir plein de choses, non, de Barcelone, votre tête s'est ouverte, l'imagination, il y a la télévision, on voyage beaucoup. À cette époque-là, les gens, ils ne voyageaient pas, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas l'accès à différentes cultures, à différentes architectures. Ils avaient l'habitude de l'architecture carrée, normale, ok, quelques décorations de fleurs et tout, mais ça c'est un peu fou. Non? Alors, il n'aimait pas du tout. Alors, Gaudi, il a dit, bon, je m'inspire à la nature, ça c'est le var de la mer, il y a le balcon qui sont les algues marines, mais Madame Milà, non. Alors, elle ne voulait pas payer, mais finalement, il doit payer. Et Gaudi, il a dit, bon, écoute, je ne veux pas travailler pour des familles qui ne comprennent rien du tout. Mais si vous avez l'opportunité, il faut entrer à l'intérieur de ce bâtiment, aller au musée de cette Casa Milà et monter, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est de monter à la terrasse, où il y a cette combination de différentes structures. Il y a comme des soldats. En fait, George Lucas a visité ce bâtiment avant le film de la guerre des étoiles. Et on dit qu'il s'inspire dans ces cheminées pour faire les cases de Darth Vader. Alors, de l'intérieur aussi, vous allez voir que les portes, ce sont comme les coquilles de la tortue de la mer. Comme il voulait s'inspirer à la mer, il y a tous des détails qui nous parlent de la mer. Et vont à notre maison, que c'est aussi au Paseo de Gracia, ça c'est la Casa Batlló, où Gaudi a essayé à la façade de parler de cette légende de Saint-Georges que je vous ai parlé. Tout un autre bâtiment, on peut voir comme des écailles, ça c'est les dragons de la légende. Alors la cheminée, ça c'est l'arme, l'épée que Saint-Georges a utilisée pour tuer les dragons. Et la rose, ça serait le balcon qu'il y a tout un an de cette façade. La c'est très intéressant quand vous êtes là de regarder la différence de décoration de céramique de la
façade de la casa Batlló ou la céramique qu'il y a au bâtiment juste à côté de Puig i Cadafalch, parce que Puig i Cadafalch, c'est mosaïque de pièces carrées, numérées, et Gaudí, il utilise la céramique cassée. Alors, si vous avez l'opportunité, bien sûr, il faut aller à l'intérieur, mais je vous dis, ça, c'est une maison qui était normale, carrée, rien de spécial, qui a été remodelée par Gaudí en 2 ans, de 1904 à 1906. À mon avis, c'est un peu cher l'entrée, parce que je crois que maintenant, ils chargent 35 € par personne pour entrer, c'est un peu fou. Mais bon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas le meuble. Le meuble a été brûlé. Il y a quelques chaises, mais il n'y a pas le meuble. Mais bon, on peut voir les structures, les plafonds qui sont rondes, comme vous voyez. Et aussi, on peut voir dans le patio intérieur que Gaudí, il va jouer avec la couleur de la céramique et le taille de fenêtres. Pourquoi? Parce que le premier étage, comme à Paris, c'était l'étage pour le propriétaire. C'est le début des ascenseurs. L'ascenseur était considéré dangereux. Alors, c'était la vitesse de l'ascenseur était contrôlée par loi à cette époque-là. Pour aller jusqu'à le dernier étage, c'était presque 10 minutes. Alors, le propriétaire, il ne voulait pas dépenser tout le temps et utiliser l'ascenseur. C'est pour ça qu'ils avaient été le premier étage. C'est rare de normalement, quand on se promène, vous allez voir que le loggia, la décoration la plus jolie, ça c'est toujours le premier étage, la plante noble qu'on appelle. Mais Gaudí, il a dit, mais où il y a plus de lumière, c'est tout un autre bâtiment. C'est pour ça qu'on aime bien les attiques, non? Alors, ce qu'il a fait, c'est tout un jeu avec le taille de fenêtres en bas, ça sera de fenêtres beaucoup plus larges. Et quand on commence à monter, ça sera beaucoup plus petite. Et pas seulement ça, la céramique en bas, ça sera presque blanche. Et quand on commence à monter, ça va devenir plus et plus foncé. Comme ça, la sensation de lumière, c'est pareil, si on est au premier étage ou au dernier étage. Près de la Rambla, vous avez le Palais Güell, un des premiers bâtiments que Gaudí a construit pour cette famille Güell. La famille Güell qui était le client le plus important de Gaudí. Il y a plein de bâtiments de Monsieur Güell. Et un autre bâtiment que je crois que c'est très intéressant, que peut-être vous ne connaissez pas, ça c'est la Casa Vicens. Maintenant, on peut la visiter. Ça, c'est la première maison que Gaudí a construite pour une famille riche. Ça, c'est très, très intéressant. Et vous avez le détail de l'intérieur. Si c'est le premier bâtiment qu'il a construit pour une famille riche, c'est presque comme un livre peut voir tout ce qu'il est capable de faire. Il a fait cette construction en 1883. C'est la première année qu'il commence à travailler comme architecte. Un autre bâtiment intéressant que Gaudí a construit de 1900 à 1909, ça c'est la Torre Vallesguard. C'est pas connu non plus, je sais bien, parce que c'est pas vraiment facile d'y arriver. Mais à Barcelone, vous avez les taxis. Les taxis sont pas chers, pas du tout. Okay? Et on peut arriver à cette Torre Vallesguard, maintenant c'est ouverte, et on peut visiter, il y a presque personne, et ça vaut la peine, on peut monter jusqu'à la terrasse, vous avez cette jolie perspective, et vous pouvez voir très très bien cette tour qu'on appelle la croix gaudinienne. En 1901, Gaudí était en train de construire un autre bâtiment, la Finca Miralles, il a fait une croix, il a dit, mais ça dépend le point de vue, on ne peut pas voir la croix. Alors, il a dit, je vais faire une croix 3-dimensionnelle, et comme ça n'importe d'où on regarde, on va voir la croix. Et bon, on va maintenant en 1929, quand on a eu la deuxième exposition universelle, 1929. Ça a été ici à la Plaza España, cette exposition universelle. Vous savez, maintenant, on parle d'exposition universelle, c'est quand les différents pays ils vont montrer dans les différents pavillons la nouvelle technologie, ce qu'ils peuvent faire avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, si on parle de technologie, on pense au Wi-Fi, les portables, blabla, mais à cette époque-là, c'était l'électricité. Alors, quand vous allez à Plaza Espagne, juste au milieu, il y a une fontaine construite par Josep Maria Jujol, qui est un assistant de Gaudí au Parc Güell, par exemple. On va faire aussi une conférence pour expliquer ces travaux de Gaudí, le Parc Güell. Et il y a l'assistant de Gaudí. Quand il travaillait avec Gaudí, ils ont demandé est-ce que tu peux faire cette fontaine pour la Plaza Espagne.
Il a dit oui, bien sûr. Il a fait un design un peu classique, on peut dire, où il y a comme trois côtés, parce qu'il voulait faire un hommage aux trois mers qu'il y a en Espagne, la Méditerranée, le Cantabrique et l'Atlantique. Alors, les deux tours qui nous ressemblent beaucoup à la tour de Venise, la Campanile from Piazza San Marco, hein, ça a été la porte d'entrée pour l'exposition de 1929. Alors, tout le monde qui voulait visiter les différents pavillons, les différents pays, il payait l'entrée et il pouvait déjà visiter les différents pavillons. Et on peut voir un bâtiment assez intéressant tout au nord de la colline de Montjuic, ça a été le pavillon espagnol. En fait, ils ont construit ce pavillon, ils voulaient le démolir après l'exposition, mais ils ont vu que c'était un bâtiment intéressant, les gens, ils aimaient bien, alors on commence à travailler les fondations, les structures après l'exposition de 1929. Un autre chose aussi, on va voir de l'autre côté de la place, hein, la place Espagne, vous voyez maintenant qu'il y a les sculptures de Jujol ici. De l'autre côté, il y a les arènes. Les arènes qui ont été transformées en centre commercial. Je vous ai dit avant que les Catalans, on aime bien d'être différents du reste des Espagnols et on n'aime pas les taureaux. Quand je dis on n'aime pas les taureaux, ce n'est pas 100% de gens qui détestent les taureaux, bien sûr, ça serait facile. Et la vie, c'est formidable, mais pas facile. Alors, l'année 2011, ils ont voté au Parlement de la Catalogne. 80% de votes contre les taureaux, 20% pour les taureaux. Alors, ils ont décidé de arrêter les taureaux à la Catalogne. Alors, il y avait cette place de taureaux, en fait, on n'utilisait pas pendant plus de 30 ans. Il y avait une autre place de taureaux près de la Sagrada Familia qu'on a utilisée jusqu'à l'année 2011, que c'est quand on a arrêté complètement. Mais cette ici, ils voulaient la démolir et construire une chose complètement moderne. Mais en fait, autour de la place Espagne, vous allez voir quelques bâtiments qui ne sont pas très jolis, sont un peu moches, hein, c'est de l'architecture. C'est d'architecture moderne très rationnelle. Et les voisins, ils n'aimaient pas l'idée de démolir et construire une chose moderne. C'est pour ça qu'ils ont organisé des manifestations contre ce projet. Et finalement, ils ont réussi parce qu'ils ont dit, OK, on va maintenir l'extérieur et on va construire les centres commerciaux à l'intérieur. Richard Rogers, c'est l'architecte qui a fait la transformation. C'est le même architecte du Centre Pompidou, avec depuis un an. Alors, peut-être pour la mentalité catalane, c'était un peu plus, trop moderne, on peut dire. Alors, si on traverse les tours et on commence à monter à Montjuic, on peut arriver à l'anneau olympique. Il y a les stades olympiques qu'on a construits. En fait, en 1936, on voulait célébrer le jeu populaire. Qu'est-ce que c'est le jeu populaire? En 1936, le jeu olympique était à Berlin. Il y avait beaucoup d'athlètes qui ne voulaient pas aller à Berlin parce qu'il y avait Hitler et tout. Alors, ils ont dit, on va faire comme des Jeux olympiques populaire, c'est une autre version. Mais en 1936, qu'est-ce qui a passé? La guerre civile a commencé en Espagne. On ne pouvait pas célébrer les Jeux populaires. Alors, on a utilisé cet stade pour les Jeux olympiques de 1992. Il y avait un petit problème, c'était la capacité n'était pas assez. C'est pour ça qu'ils ont traqué, ils ont mis le niveau 11 mètres plus bas pour avoir plus de place de capacité. Aujourd'hui, on parle de 55 000 places de capacité. Et on dit, bon, c'est beaucoup. À l'estade de Football Club Barcelone, il y a 98 000. Oui. Dans cette palais de sport qu'il y a en fait juste à côté de l'estade, hein, ça c'est l'estade olympique, hein, et à côté il y a cette dôme de couleur noire, ça c'est le palais de sport, il y a 17 000 places de capacité. Ça c'est un bâtiment d'un architecte japonais qui s'appelle Arata Isozaki. Et la tour de communication de couleur blanche, qui est très élégante et très jolie, a été construite par Santiago Calatrava. Toute l'information de ce qui passait pendant les Jeux olympiques s'envoyait de cette tour de communication à l'autre tour de communication qu'il y a tout en haut de la colline de Colcherola, de là au satellite, du satellite au reste du monde. Ça, c'est le système de communication qu'ils ont construit. Des Jeux olympiques, il y a des souvenirs incroyables, comme je vous ai dit. Ça a été très bien organisé. Tout le monde a de bons souvenirs. Je crois que c'est quand Barcelone a devenu très connu, quand les touristes commencent à venir à Barcelone à découvrir. Ça, c'est la photo que j'aime le plus de ces Jeux olympiques, hein, parce qu'il y avait les piscines de plongeon
où on peut voir les athlètes qui descendaient avec la Sagrada Familia derrière. C'était vraiment très, très joli. Et pour les Jeux Olympiques, on a transformé complètement les fronts maritimes. Parce que cette front maritime, en fait, était euh, comme ça, avec les entrepôts. Alors, pour les Jeux Olympiques, quand Barcelone a été déclarée la ville des Jeux Olympiques, on a décidé de démolir tous les entrepôts et profiter de ce privilège d'être à la mer. Maintenant, on peut se promener à côté du port, le port vieil qu'on appelle Port Vell de Barcelone. Il y a, bon, on a ouvert la ville à la mer. Alors, un autre événement, c'était le 2004, les forums de culture. Ils ont construit 7 bâtiments qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est un musée, le musée d'histoire naturelle, le musée bleu qu'on appelle. Ça, c'est un bâtiment assez intéressant où ils ont fait cette forum de culture. Dans 3 mois, ils parlaient de différents problèmes qu'il faut lutter tous ensemble, comme le changement de climat, des choses comme ça. Mais bon, il n'y avait pas l'assistance qu'ils attendaient, ce n'était pas le succès qu'ils voulaient, mais bon, c'est un bâtiment qui est très intéressant de Franz Herzog et de Melon. Un autre bâtiment assez curieux, c'est cet ici. Avant que personne ne dise rien, ça c'est un architecte français qui s'appelle Jan Nouvel. Vous savez les noms qu'on donne à ce bâtiment à Barcelone? Les suppositoires. Alors, et ils ont demandé à Jean Nouvel, qu'est-ce que tu en penses qu'il appelle le suppositoire? Il a dit, bon, j'ai un peu triste parce que j'attendais à autre chose un peu plus sexuelle. Alors, toujours provocateur. C'est bon, le style de Jean Nouvel. Le plus intéressant du bâtiment, en fait, c'est l'illumination parce qu'ils utilisent le LED et les soirées, c'est allumé. À Noël, c'est comme un arbre de Noël. Il y a les soirées chaque jour, il y a quelque chose de différent parce qu'il y a d'entreprises qui payent pour faire l'advertisement. Alors, c'est intéressant comme ça. Alors, aux portes olympiques, ça a été construit pour les Jeux olympiques, pour les compétitions de voile. Il y a 2 gratte-ciel. Ici, à la photo que vous avez à gauche, cette gratte-ciel, ça ressemble comme des échafaudages, mais c'est les structures de bâtiments. Ça, c'est l'hôtel Ars, qui a été construit par... je ne me souviens pas maintenant du nom. Bon, ça va venir. Et l'autre gratte-ciel, que c'est un architecte de Pays Basque, Inigo Ortiz. Ce sont les 2 gratte-ciel qui sont juste à côté du port. Et en face, il y a comme une structure, oui, que c'est métallique. Ça, c'est de Frank Gehry. Ça, c'est part de l'hôtel Ars. Et à côté, il y a un bâtiment qui est rond, que je vous ai mis ici, parce que ça, c'est aussi intéressant. C'est le parc de recherche biomédicale de l'année 2006. Et c'est un bâtiment que c'est entouré pour le panneau en bois qui protège le bâtiment des hautes températures à l'été et de basses températures à l'hiver. Bruce Graham, ça c'est le nom de l'architecte de l'hôtel Arts, Bruce Graham. Et juste à côté aussi, il y a ce bâtiment de gaz naturel, ça c'est de Enric Miralles, c'est 2005, ça a été fini complètement l'année 2006. Enric Miralles, il est mort de cancer quand il avait 45 ans. Et c'est sa femme, Benedetta Tagliabue, qui a fini ce bâtiment ici et aussi le marché de Santa Catarina. Ça, c'est un bâtiment assez curieux, si ça vous plaît l'architecture moderne, parce qu'il y a ces structures, il y a le reflet, et c'est très joli. Pour ceux qui aiment l'architecture moderne, il y a un autre bâtiment qu'on appelle Médiatique, c'est de l'année 2010 d'Enric Ruiz Gelli. C'est un architecte d'ici. Il y a cette structure qui gonfle. Alors, il y a des capteurs et ça dépend de la température. Quand il y a beaucoup de soleil, ça gonfle et fait un peu de vapeur à l'intérieur et ça fait l'effet d'une nuage. Vous savez, quand il y a beaucoup de soleil, il y a une nuage qui couvre le soleil et on dit c'est bon. Ça, c'est un peu cette architecture intelligente. Et pour ceux qui aiment l'architecture moderne, ça, c'est intéressant à visiter. Alors, un autre bâtiment intéressant, ça c'est un hôtel, l'hôtel Portafira de l'architecte Toyo Ito. Alors, c'est très curieux. Il y a de gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Je crois que c'est très intéressant, mais bon, ça dépend toujours à chacun.
Alors, comme vous voyez, Barcelone, c'est un peu complet. Il y a l'ancienne ville, il y a la Chambre, le bâtiment de l'Art Nouveau, l'architecture moderne et surtout aussi, je crois que c'est intéressant de visiter les musées, surtout pour les Français, ils aiment bien les musées. Alors, ici, vous avez par exemple le musée Picasso. Les musées Picasso de Barcelone, c'est un complément parfait à d'autres musées que vous pouvez trouver en France et dans d'autres endroits. Ici, il y a le premier travaux de Picasso. Picasso, il est né à Malaga en 1881. Il arrive à Barcelone quand il a 14 ans. Il a vécu à Barcelone pendant 8 ans à peu près. Et bon, ici, il y a le premier travaux quand il était un petit enfant, quand il avait 12, 15, 16 ans. Et on peut voir les périodes bleues, on peut voir les cubismes, on peut voir vraiment toute l'évolution de l'artiste. Alors, si ça vous plaît, l'art, si ça vous plaît, Picasso, ça c'est un musée intéressant à visiter. Aussi, Joan Miró. Joan Miró, c'est l'artiste barcelonais. On aime bien Joan Miró. C'est cet artiste qui joue avec la couleur et la symbologie. Il y a beaucoup d'étoiles, de planètes. Je ne veux pas faire toute l'explication maintenant, mais Joan Miró, il a vécu la Première Guerre mondiale, la guerre civile espagnole, la Deuxième Guerre mondiale pour un artiste qui est très sensible, ça c'est un peu trop, et il voulait échapper de tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il commence à peindre des étoiles, de planètes, et c'est la symbologie qu'on peut voir dans le tableau. Et ça, on peut le trouver à Montjuïc. Alors, du musée, il y a cette belle perspective de Barcelone. L'autre musée que je vous propose, ça c'est le MNAC, le Musée national d'art de la Catalogne. En fait, c'est le pavillon qu'on a vu tout en haut de la colline. Je vous ai dit le pavillon espagnol en 1929 qui est devenu un musée où il y a plus de 1000 ans d'histoire de l'art. Il y a la collection d'art romain considérée la plus importante de toute l'Europe. Ici, vous avez un exemple de cette Pentacrator, avec alpha, oméga, tous les détails, les différents pigments qu'ils ont utilisés, mais c'est vraiment très, 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 très intéressant. Un autre musée assez nouveau, c'est les MoCo, pour ceux qui aiment le street art, l'art de la rue, où il y a Banksy, Kraus, il y a cette Infinity Room qu'ils appellent la chambre infinite, avec de lumière. Ça c'est intéressant aussi comme expérience. Si vous avez des enfants, ça c'est une chose assez curieuse et intéressante de faire. Et les MAPA, si ça vous plaît, l'art contemporain, je dois vous dire qu'il y a des fois que les expositions sont un peu difficiles, il faut vraiment aimer l'art contemporain et ça change souvent, chaque 2 semaines à peu près, il change l'exposition. Le bâtiment, c'est très intéressant aussi. Il y a ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, toute cette fenêtre, il y a le même pavé que vous avez dans la rue, c'est exactement le même matériau qu'on peut voir à l'intérieur. Ça, c'est de Richard Meyer, l'architecte. Et bon, un autre musée qu'on peut visiter, surtout si vous avez des enfants, si vous êtes footballeur, c'est le Football Club Barcelone. De 60 musées qu'il y a environ à Barcelone, cet ici, c'est normalement les musées les plus visités. Alors, bon, vous avez plein de choses à visiter. Si, ce sont 2 livres qu'ils m'ont demandé. Est-ce que tu as 2 livres intéressants pour les gens qui aiment de lire, si ça vous plaît, si vous voulez découvrir plus de Barcelone? Il y a ce livre de Robert Hughes qui est traduit au français, qui s'appelle Barcelone, la ville de merveille. C'est très joli. Et après, il y a la cathédrale de la mer, d'Ildefonso Falcones, qui est extraordinaire, et l'Ombre du vent, que c'est très curieux, très intéressant. Et bon, on arrive à la fin, alors merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu la visite, l'exposition, la conférence. Et bon, on va voir. Oui, depuis la montagne, il y a une très belle vue de Barcelone. Regarde, vous avez différentes possibilités parce qu'au sud de Barcelone, vous avez Montjuïc. Okay? Alors, à Montjuïc, pour arriver à Montjuïc, pour voir cette jolie panoramique, même avec le ticket de métro, vous allez à l'arrêt de Parallèle et avec le même billet, vous prenez les funiculaires qui montent à Montjuïc et vous êtes à peu près en face de cette musée de Joan Miró. Juste à côté, vous avez un jardin et là, vous pouvez déjà voir cette jolie vue de Barcelone, bien sûr. Et une autre possibilité, c'est
la colline qu'il y a à l'ouest de Barcelone, c'est la Collserola, c'est où il y a le Sacré-Cœur de Barcelone, le Sagrado Corazón. Et vous avez aussi un parc thématique qui s'appelle le Tibidabo. Et de là, vous avez, waouh, cette jolie vue de Barcelone. Mais ça dépend du temps que vous avez, parce que pour aller au Tibidabo, il faut traverser toute la ville. Ça. On a besoin de plus de temps. Par contre, Montjuic, c'est juste à côté et vous allez déjà cette jolie vue. Okay? Alors, ça dépend combien de jours vous avez et les temps que vous avez et ce que vous voulez faire. Okay? Llotja. Okay. Pour nous, la Llotja, c'est l'endroit où ils faisaient les commerces. Okay. C'est un nom catalan, la Llotja de Mar. C'est où tous les commerçants, ils sont arrivés au Moyen-Âge, ils faisaient les commerces, ils venaient avec différents produits de différents pays et ils faisaient l'échange, comme je vous ai dit, de la monnaie. Okay. Où se trouve le musée maritime? Si vous savez où il y a Christophe Colomb, c'est juste à côté. À côté de Christophe Colomb, vous avez un bâtiment avec des arcades. Hein, et ça, c'est le musée maritime. C'est facile de trouver. Okay. Les quartiers juifs, okay, c'est dans les quartiers gothiques où il y a la mairie et la Generalitat, c'est ce que je vous ai dit, les centres politiques, sociaux et religieux. En fait, de cette place, il y a une rue qui s'appelle CALL, Call, et c'est là où il y a ce quartier juif de Barcelone. Oui. Alors, c'est au milieu, au centre du quartier gothique. Gaudi a construit ailleurs qu'à Barcelone, heureusement, pas trop. Mais oui, il y a au nord de l'Espagne, il y a un bâtiment qui s'appelle El Capricho, ça c'est à Santander, comillas, qui est très joli. Après, vous avez Astorga et à Léon. Okay? Ce sont d'autres régions de l'Espagne. Mais il y a 3 bâtiments dehors de Barcelone. Heureusement, il n'aimait pas trop voyager et il a construit surtout ici à Barcelone. Heureusement pour nous. Hein? Le bâtiment dont la structure gonfle. Médiatique. OK. Les bâtiments qui gonflent, hein, oui, s'appellent médiatiques. Et c'est pas loin de la tour Akbar, qui s'appelle aujourd'hui, que c'est le bâtiment de Jeanne Nouvel. C'est que je vous ai dit qu'on appelle le suppositoire de Barcelone. C'est dans ce quartier qu'on appelle les 22 arrobas, que c'est les quartiers plus modernes de Barcelone, qu'on fait la transformation des anciennes usines en différentes usines de technologie. Calatrava a construit à Barcelone, oui, il a construit un pont, il a construit la tour de communication blanche dans cette quartier, ce que je vous ai dit, l'année olympique, qu'il y a tout à côté de l'estade olympique, il y avait la tour de communication blanche, ça c'est de Calatrava, Santiago Calatrava. Façade qui présente une sculpture en fer. Un musée avec une façade qui présente une sculpture en fer. En fer. Je crois que vous voulez dire, c'est pas un musée en fait, ça c'est le pavillon Güell, qu'il y a une sculpture comme un dragon énorme. Non, je crois que c'est ça, peut-être ce que vous voulez dire. Ça, on l'appelle le pavillon Güell. Ouais, mais c'est pas un musée, c'est pas ouvert, pas encore. Hein. Ils ont dit qu'ils vont préparer pour ouvrir, mais à ces moments-là, je crois que c'est ça, ce que vous disiez. Je sais pas. De parcs à conseiller, oui. Le parc de Montjuic, la colline de Montjuic, il y a plein de jardins, si ça vous plaît, les jardins. Par exemple, il y a le jardin Costa Llobera avec des plantes tropicales. Il y a les jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, que maintenant c'est la saison la plus jolie, où il y a de magnolias, il y a beaucoup de fleurs, c'est très joli. Et le parc de la Citadelle, qui est à côté du quartier gothique, oui, ça c'est un parc qui est très joli. Si vous avez des enfants, vous pouvez louer de vélo, faire un petit promenade là. Il y a une fontaine énorme
où Gaudi a travaillé quand il étudiait architecture avec Fonseré, que c'est l'architecte qui a fait cette fontaine. Donc, donc comme parc, le plus important, c'est ça. Oui, les tombeaux de Christophe Colomb est à Séville. Ok. Pourquoi il y a le monument de Christophe Colomb à Barcelone? C'est, comme je vous ai dit, quand il est arrivé après la découverte de l'Amérique, hein, la première réunion de Christophe Colomb était à Barcelone, dans le Palais Royal à Barcelone. C'est pour ça qu'en 1888, ils ont décidé de faire les monuments à Christophe Colomb. Okay? C'est pas qu'il est né, qu'il est mort, même il n'a pas parti ou il n'a pas il n'est pas arrivé. En fait, quand il a découvert l'Amérique et il a retourné et il arrête à Portugal. Il y avait un accord entre Portugal et l'Espagne qui s'appelle Tratado de Tordesillas. Ils ont dit on ne va pas lutter, c'est qu'on va faire que maintenant, quand on découvre notre terre, non, on fait la découverte d'un autre endroit, on va regarder les plans, les mondes, et on va partager en deux. De cette ligne à droite, ça sera espagnol, de cette ligne à gauche, ça sera portugaise. Alors, il est arrivé au Portugal, il regarde ce qu'il a découvert, il dit non, non, ce que tu as découvert, ça appartient à l'Espagne, au roi catholique. Et ils ont dit, dans quelques semaines, ils vont à Barcelone. C'est pour ça qu'il a décidé de partir de Portugal, venir à Barcelone, et la réunion était ici. Mais il n'y a pas une autre raison pour laquelle Christophe Colomb est relié avec la ville de Barcelone. Okay? Quelle est la meilleure période pour visiter Barcelone? Ça dépend. Ça dépend parce que, par exemple, normalement, le mois de mars, c'est un mois extraordinaire. Et cette année, on a eu un mois de mars en 52 ans, on n'a pas eu un mois de mars avec moins de soleil dans l'histoire. Okay? Alors, ça dépend parce que maintenant, les climats changent beaucoup. Mais ce que je dirais, peut-être c'est novembre, la fin d'octobre, novembre, même décembre, janvier, parce qu'à Barcelone, c'est pas froid. C'est pas froid en comparaison avec d'autres villes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes de Montréal ou de Paris, mais ici, on est à côté de la mer. Et normalement, le climat, ça peut arriver maximum à 2 degrés, mais normalement, c'est 7, 8. Alors, c'est facile. Il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus facile d'avoir de tickets pour visiter les différents monuments. Alors, je crois que c'est plus intéressant de venir ici quand c'est la saison moins forte. Juillet et août, c'est pas trop forte comme saison touristique, mais c'est trop chaud. Et, comme je vous ai dit, le froid, c'est pas un problème à Barcelone normalement. Je ne sais pas ce qui va passer au futur, mais normalement, le froid, c'est pas froid, mais l'été, c'est très très chaud. Alors, il faut éviter juillet et août, à mon avis. Okay. Combien de jours pour visiter tranquillement le maximum de choses? Ça dépend toujours à vous. Il y a des gens qui sont ici une semaine, ils disent encore il me manque une semaine en plus. Okay? Parce que ça dépend si ça vous plaît de visiter les monuments, les musées, si vous voulez faire d'activités pour découvrir si les différents quartiers, des choses qui sont moins connues. Mais normalement, 3-4 jours, ça c'est une période assez intéressante pour visiter le plus intéressant de la ville, je dirais ça. Mais c'est comme Paris. Combien de temps pour visiter le plus intéressant? Il faut une vue pour découvrir Paris. Entre la Casa Batlló et la Casa Milà, laquelle privilégier? Ok. À mon avis, la Casa Batlló, c'est une maison qui a été remodelée par Gaudi de 1904 à 1906. L'autre, la Casa Milà, c'est complètement construite par Gaudi de 1906 à 1912. Et c'est tout un travail de Gaudi que, même si on parle de l'architecture utile, c'est très intéressant parce que c'est la première maison qui a été construite avec un garage souterrain pour les calaises, parce qu'il n'y avait pas de colonnes pour soutenir le bâtiment. Alors, les structures, c'est intéressant. Et
je crois, pour le prix que vous payez, vous pouvez voir plus de choses. Parce qu'il y a un appartement décoré avec le meuble du début du siècle. Vous avez au dernier étage tout un musée dédié à Gaudi. Oui. Vous montez à la terrasse, il y a les cheminées et tout. Par contre, l'autre maison, je crois qu'ils sont très très bonnes faisant le merchandising et tout, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, c'est beaucoup plus cher, il y a moins de choses à voir, et c'est en remodélation qui Gaudi a fait en 2 ans. Okay? Moi, si je dois choisir, à mon avis, c'est la Casa Mila. Quel est l'hôtel? Ça dépend toujours, les budgets. Hein. Je cherche toujours des hôtels qui ne sont pas trop chers et qui sont pas loin du centre. Alors, il y a des H10, des hôtels qui sont à la Rambla Catalunya, près de Catalunya, mais ça dépend du budget de chacun aussi, hein, parce que peut-être vous voulez un hôtel luxurieux, je sais pas, vous avez le mandarin qui est très bien logé, mais pour moi c'est trop cher, mais ça dépend toujours. Hein. Euh, un hôtel qui m'ont parlé bien récemment, c'est la Cotton House. C'est un hôtel hein, qui est très joli. Il y a un autre qui s'appelle Granvia, l'hôtel Granvia. C'est à la Granvia, c'est entre le quartier gothique et la Chambre, tout près du Paseo de Gracia. Pas trop cher et très intéressant aussi. Okay? Mais toujours, ça dépend. Bouger, ce que vous cherchez et tout. OK? L'origine de Petralbe, c'est un monastère. Un monastère qui encore existe encore, on peut le visiter. En fait, Pedralbes, c'est le nom du quartier, mais il y a ce monastère où il y a une reine qui est enterrée là. Et ça, c'est l'origine. Ça a été construit comme un monastère où la reine, quand le roi est mort, il a décidé de vivre, d'habiter dans ce monastère de Pedralbes. C'est très intéressant de visiter aussi. Ouais. Quelles sont les spécialités culinaires de Barcelone? Pam tumaca. Hein? Il faut. Ici, bon, en fait, vous savez que la paella, c'est typique de toute l'Espagne, surtout de Valence, mais c'est une chose qu'on peut trouver partout. Alors, chez moi, par exemple, on mange paella une fois par semaine. Par exemple, ma mère, chaque fois qu'il cuisine la paella, c'est différent parce que l'idée de la paella, c'est de profiter de ce qu'il y a à la maison pour faire du riz. C'est pas que c'est vrai que quand on a des invités à la maison, on va acheter pour faire la paella parfaite, non, mais la paella, on peut la trouver. C'est différent de la paella que vous mangez à Catalunya que la paella qu'on peut trouver à Valence ou dans d'autres euh, régions de l'Espagne. Euh, ça dépend aussi le restaurant que vous choisissez pour manger le paella parce qu'il y a beaucoup de restaurants que c'est trop touristique. Et quand vous voyez une paella que c'est jaune, hein, ça c'est touristique. Okay? Ça vous montre des photos, vous voyez quelqu'un qui mange et c'est jaune, hein, ça c'est la paella bien faite ici à Barcelone. Alors, quand vous faites par exemple de tapas, vous savez, le typique aussi pour nous, c'est de manger de tapas les soirées, surtout quand on sort. Parce que pour nous, le repas, c'est le plus fort, le plus important. Et le dîner, c'est moins fort. On mange quelques tapas. Et normalement, les tapas, on le mange avec le pain tumac, hein, le pain avec de la tomate grattée. Et ça, c'est extraordinaire. À mon avis, si je dois vous dire le plus intéressant des spécialités culinaires catalanes, c'est le pain avec la tomate et l'huile d'olive parce que c'est très très simple, mais c'est extraordinaire. Et l'origine, c'est quand on cuisinait le pain à la maison, le premier jour, c'est très bon, le deuxième jour, oh, le troisième jour, c'est un peu dur. Et quand on gratte de la tomate, on met un peu du sel et de l'huile d'olive, que normalement on mange avec les jambons, de fromage, de l'omelette, hein, mais j'ai besoin de rien plus que le pain avec la tomate. C'est extraordinaire, il faut les goûter ça. Peut-on se déplacer facilement en vélo? Ah oui, Barcelone, c'est une ville maintenant,
très préparé avec le piste cyclable. On peut aller au front maritime. De front maritime où il y a le port olympique, il y a une piste cyclable qui vous amène jusqu'à la Sagrada Familia. De là, vous pouvez trouver des pistes cyclables pour aller au Paseo de Gracia, même pour monter à Montjuïc. Il y a plein de entreprises qui louent des vélos. Et je vous propose, si vous voulez, de prendre un vélo électrique, parce que comme ça, vous pouvez monter à Montjuïc avec le vélo. Alors, c'est facile, mais surtout, faites attention aux fers rouges. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de scooters et des scooters qui font des slaloms, qui ne respectent pas trop le feu. Alors, il faut faire attention. Mais bon, bien sûr, le vélo, c'est une très bonne idée pour découvrir la ville. Oui, encore, il y a le téléphérique. Ça, c'est un téléphérique qui a été construit en 1970 et qui va en fait, de la Barcelonnette, c'est pas vraiment le port, c'est de la Barcelonnette, traverse le port et monte jusqu'à la colline de Montjuïc. Oui, oui, on peut l'utiliser. Si. D'où vient historiquement l'originalité et la créativité des hommes de Barcelone? Je ne sais pas. Je crois que Barcelone, c'est une ville très cosmopolite et ouverte. Et on voyage beaucoup, les Catalans voyagent beaucoup. Nous, chez nous, on adore de voyager. On est allé au Japon, on a trouvé des Catalans. En la Chine, on a trouvé des Catalans. Au Mexique, on a trouvé des Catalans. Et quand on voyage, on ouvre beaucoup la mentalité et je crois que c'est ça, la créativité. C'est parce qu'on a la mentalité plus ouverte, je crois. Les structures en cuivre, ok, ici, les poissons, ok. Et la question, c'est un poisson, voilà. C'est un poisson. Vous voulez dire cette structure qu'il y a à côté de l'hôtel Ars, hein? Ça, c'est une sculpture de Frank Gehry. Si on regarde d'un côté ou de l'autre côté, ça ressemble à un poisson. Mais si on le regarde en face, ça ressemble à un chapeau japonais. Alors, il n'a jamais dit ce qu'il essaie de représenter, mais comme c'est à côté du port, euh, oui, on peut dire que c'est comme une baleine, peut-être. Il l'a jamais dit. Peut-on facilement engager un guide privé francophone pour bien visiter? Bien sûr, vous avez je vais vous dire, la site que j'ai, c'est barcelonexperts.com. Et là, vous pouvez, et voilà, si vous avez besoin d'un guide privé francophone, vous pouvez contacter avec moi. Hein, et si je ne suis pas libre, je peux chercher quelqu'un qui peut vous aider, qui parle bien français, bien sûr.